Hey, salut Pierre. Non, écoute, filme pas, ça sert à rien. On va pas critiquer un jeu cette fois-ci. On va certainement pas critiquer Demon's Souls parce que j'avais dit jamais. Peut-être. Tu vois tout ce truc de céder à la pression populaire et on va faire le remake de Demon's Souls parce que c'est le seul jeu de la PS5 et qu'on a enfin une PS5, etc. Ça sert à rien parce que moi, je vais te dire un truc. Après, on fait un remake de Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, puis Bloodborne et moi, tu sais quoi. Mais mes genoux, ils sont défoncés, hein, d'une manière ou d'une autre. Et mes mains, ils sont pourrites. Regarde avec quelle difficulté je fais ne serait-ce que ce pauvre gag visuel de merde. Oh non, genre... T'as vu? J'ai évité. Je vais t'ouvrir à côté, ok? Ah bah putain, on l'avait dit jamais. Et je sais pourquoi j'ai dit jamais. J'ai dit jamais parce que c'est un mot qui est dans le lexique français. Et quand j'avais dit jamais Dark Souls, jamais Frost Software, en fait j'aurais dû dire jamais plus jamais. Et certains films mineurs dans l'illustre filmographie de Sean Connery, l'interprète immortel d'Alan Quatermain dans League of Extraordinary Gentlemen, mais il mérite pourtant une place au panthéon d'un cinéma très particulier, celui du film autrefois diffusé en boucle le dimanche en fin de soirée sur TF1 pour des raisons de modicité. C'est aussi un long métrage très spécial dans la carrière de l'illustre espion anglais qui fit la réputation de l'acteur écossais. Pour la toute dernière fois, il fut incarné par cet homme sans détour venu d'Édimbourg, ce personnage sans embâche, James Bond. Fictif, mais surtout littéraire, l'agent secret presque pulp débarque quelques années après le phénomène OSS 117 rédigé par Jean Bruce. Pour rappel, OSS 117, 1949, James Bond, 1953. Les dates ne trompent pas, surtout quand elles sont séchées. Hubert Bonisseur de la Batte devance aussi au cinéma son équivalent anglois de 5 longues années. Étrange trajectoire que celle de cet opérateur américain venu de Louisiane, ce qui explique presque son nom très européen, devenu par la suite français par le pouvoir de la parodie. Mais ça, c'est un autre épisode. Pour l'heure, nous nous contenterons de répéter l'anecdote juteuse voulant que le personnage actuellement joué par Jean Dujardin aurait pu l'être autrefois par Sean dans un film réalisé dans la tradition habituelle d'André Hunebelle, qui, lui, ne voulait tout simplement pas s'encombrer d'un culturiste écossais dégarni dans son film d'inaction franco-français, Cocorico. Il fit, si vous me passez l'expression, bien qu'elle soit éculée, ce n'est pas ça, une belle bêtise. Surtout quand on vit le succès de l'écossais dans les films 007 sortis par la suite. L'homme était devenu un phénomène de société, et cela quelle que soit la strate concernée. Tant et si bien que lorsque l'opportunité de réaliser de manière mercenaire sous le prétexte d'une querelle de droit un remake autorisé, quoique non officiel de Thunderbolt, Connery fut l'homme providentiel. Ayant quitté le rôle pour des raisons personnelles et remplacé par un acteur somme toute plus vieux que lui, Sean obtint ainsi la chance inespérée de pouvoir dire adieu au rôle qu'il avait consacré, en un mot s'il vous plaît. Tout ça en lui permettant de rivaliser de manière très fair-play avec un remplaçant plus parodique pour lequel il n'éprouvait pourtant aucune animosité. Qu'on se le dise, Roger Moore n'était pas ennemi des conneries. Ces films le prouvent. Dire que les deux Bonds étaient dotés d'un flegme tout britannique semble logique. Tel état poitrinaire est souvent occasionné par le climat fort humide de la perfide Albion. En termes cinématographiques, le produit Jamais plus jamais s'en sort plutôt bien. Loin d'être un classique du cinéma, rares sont les films de la série à tutoyer ses cimes, il remplit son cahier des charges, souvent déchargeant les cahiers. En effet, le film parle de fromage. De manière déguisée via diverses métaphores visuelles, tel est le message véhiculé par cet éternel fantasme masculin sous ses envies de ne pas être calé dans une vie sans piment, passé à s'occuper de ceux et celles avec qui l'on partage son quotidien. Le spectateur est invité à penser aux spécialités fromagères du monde entier, ou demi-écrémées, c'est selon les législations. Ce qui ne sous-entend pourtant pas que l'ensemble soit sans sel. Revoir le James Bond originel, vieilli mais encore structurel, est un plaisir réel. Demain rencontre hier, tendance vintage, style proto-80s, direction le futur.
entre son introduction très Metal Gear où l'agent sucré favori de Sa Majesté participe à une simulation militaire, ce prétexte 60s ravivé par la guerre froide, des ogives atomiques dérobées par un drogué doté d'un implant rétinien bionique, ou même l'étrange concept assez spirituel d'un combat virtuel aux douleurs bien réelles réalisé par le biais d'une borne d'arcade tabletop vectorielle, le film exude un charme loin d'être superficiel. Celui d'une légende vivante tirant ses révérences en déjouant pour de faux les plans d'un ennemi passé maître dans le combat à distance. Mention spéciale, mais certes d'honneur pour le maléfique Maximilian Largo incarné par le réalisateur Klaus Maria Brandauer. Il me semble constituer la première exploration sur grand écran du méchant souriant, se voulant philanthrope mais dont les excès de piété publicitaire cachent un dessein meurtrier. Archétype qui fut, semble-t-il, très apprécié par les mutilateurs de la liberté d'expression que sont les propriétaires de réseaux sociaux. Passé ces préliminaires de forme somptueuse, il ne faut pas oublier le thème principal de cette vidéo en mode glissando, Demon's Souls. Or, vous l'aurez compris, même si l'on dit autrefois « jamais, plus jamais », il faut aussi parfois oser, oui, oser briser sa parole pour satisfaire le public. C'est ainsi que, tel un espion vieillissant, je me lançais à mon tour, car telle est ma dernière mission dans l'exploration du titre au reflet maléfique, un de ceux qui font mal, tant aux mains qu'à l'esprit, afin de voir ce qui changea entre-temps quand l'on recycla Boletaria. Tout ça, je vous en causerai après avoir souligné quelque peu les contours modernistes d'une structure éco-responsable bien décidée à recycler les grands hits du passé. J'ai nommé Bluepoint Games. Cette petite compagnie texane fondée par certains développeurs originaux de chez Retro Studios avait autrefois l'ambition de réaliser ses propres titres comme le prouve Blast Factor. Un twin-stick shooter sorti à une époque où tant de titres tentaient le même artifice matamor. Celui-ci propose cependant d'autres délices en plus de son gameplay pur port. Un argument de vente bien plus saillant. C'est le premier titre 1080p à 60 fps sur la PlayStation 3. Vous vous souvenez, la PlayStation 3, la promesse du 1080p en 60 fps? Moi aussi, quelle belle plaisanterie. Un seul titre suffit à Bluepoint pour bifurquer sans bruit vers l'angle marketing qui est le leur depuis, à savoir le remastering professionnel de titres populaires inventés ailleurs. Business astucieux, ingénieux par son degré de maîtrise du reverse engineering, mais surtout révélateur d'un état de banqueroute intellectuelle dont le marché semble ne jamais devoir se remettre. Le cycle jamais ne se brisera, vous jouerez au même titre, moins laid, jusqu'à ce que mort s'en suive. Première tentative dans cette discipline putative, l'excellent God of War Collection mettant en scène les aventures de la version précédente de Kratos sur la PlayStation de 3e génération. Rien de plus à ajouter si ce n'est que le succès est au rendez-vous pour cette compilation de titres inspirés par Dante. 2,4 millions d'exemplaires sur un budget minimal, faut le faire. Après cette tentative placée sous le signe de l'action hâtive, Sony se lance dans une toute autre direction en commanditant un portage de deux classiques absolus, fort appréciés des Hurluberlus. Réunis dans un seul boîtier, il est en plastique gris, voilà qui ravira les poètes fleurs bleues épris d'aventures romantiques inspirées par les mystérieuses cités d'or. Ceux-ci pourront enfin se repaître de leur titre favori au gameplay antique remasterisé en HD. Bienvenue dans les mondes magiques de The Ikoei Shadow of the Colossus Collection. Un hommage vibrant aux élucubrations de Fumito Ueda, inventeur, comme vous le savez, du jeu vidéo. En 3 mots, vide et o. Habitué jusqu'ici à bosser pour Sony, Bluepoint accepte un contrat issu d'un autre studio japonais. Leur contact, Konami. Leur mission, rentabiliser davantage quelques classiques du jeu vidéo placés sous le signe top secret du Tactical Espionage Action. Doté d'un nom encore moins coquet que ceux offerts en portage précédent de la compagnie texane, cette Metal Gear Solid HD Collection reste cependant la manière définitive de participer aux aventures locutoires du solide serpent. Vous avez le choix, aller aux sources du phénomène pour rencontrer la version Sean Connery de Big Boss dans Metal Gear sur MSX, participer aux 2e et 3e opus plus Solid sortis à qui mieux sur PS2, ou même, si vous avez envie, de Peace Walker, ce n'est pas sale sur un seul disque qui sent la bisque. Après ces projets de sauvegarde culturelle destinés à ceux et celles trop purs pour tolérer le monde magique de l'émulation, la compagnie se salit ensuite à opérer quelques portages alimentaires, comme ici la version PS Vita de PlayStation All Stars Battle Royale, un clone mal avisé de Super Smash Bros dont l'insuccès souligne sans doute que les battles des All Stars de la PlayStation ne sont peut-être pas si royales que ça, comprenne qui peut. Sur la même liste, celle de la honte, nous trouvons aussi une version un brin plus HD de Flower. Titre naguère poussé comme très huppé par les publicitaires de la presse spécialisée, payés tels qu'ils l'étaient pour le faire. Oh, ce qu'ils furent éloquents, dossiers, théories, dissertations, panégyriques, quatrains et poèmes épiques, tous au service de Flower. Pour rappel, vous y incarnez le vent. C'est fascinant, très épais, l'odeur, pourtant, n'y est pas.
On m'en voudrait sans doute si je ne mentionnais pas dans ce récapitulatif interminable digne des Feux de l'amour la version Xbox 360 de Titanfall. Il semblerait que ce portage, un titre bâti sur Xbox One, soit une démonstration admirable des talents idoines du studio. Ceci, afin que ce paragraphe fasse sens, consiste bien entendu à faire entrer avec aisance les grands plats dans les petits. Quel talent sidérant! Nous arrivons maintenant au cœur du sujet, les grands standards, ceux qu'on peut gagner à la fois, ou même, si j'ai bon souvenir, dans les boîtes de céréales. Voilà qui explique l'omniprésence dans la plupart des domiciles d'Uncharted The Nathan Drake Collection, un titre qui tutoie presque par son volume de production une forme de pollution. Reconstruit sur disque avec amour, ces 3 titres favoris de tous les troubadours montrent leurs atours, tour à tour, du centre au pourtour, avec l'aisance spécifique d'un autre truc qui rime en our. Moins de chance à mon squanch, avec ce titre-ci, Gravity Rush Remastered n'a jamais connu le succès escompté par les pompes de Sony. Triste constat, cependant vrai, le titre inventé comme la killer app de la PS Vita n'a jamais su séduire un public plus large que celui de cette console frivole. Pire, la licence a même tué, c'est insensé, ce Japan Studio de Sony qui aurait été bien mieux utilisé, moi je vous le dis, à réaliser sans fin des suites à Siren. Après tout, quand on recrute un des architectes de la série Silent Hill, c'est peut-être aussi pour qu'il réalise des titres placés sous le signe du Survival Horror. Je le répète, Survival Horror. Après cette escale, retour aux sources, Bluepoint revient à ses succès d'antan par le biais d'un ravalement de façade complet du Jabot of the Bolofus dont Fumisto Ueda était si fier autrefois. Le titre, ça se voit, est bien plus beau ainsi, considérablement plus fluide, adapté aux rétines futuristes et pourtant doté des mêmes défauts que l'on s'empressait d'oublier dans le temps. Nous touchons ici aux limites de leur processus, aussi honorable soit-il, ils se contentent d'appliquer des trésors satinés à l'aspect visuel sans oser toucher au gameplay. Peut-être n'ont-ils pas l'autorité nécessaire, ou trop de respect pour ces classiques qui leur sont confiés, mais je puis vous assurer que les problèmes des titres Ueda ne résident pas dans la plastique, ils vont plus loin. Sont même du domaine vidéoludique, leur game feel est approximatif, souvent grinçant, limite déplaisant, mais non, rien n'est prévu pour les améliorer, on voudrait pas dénaturer les classiques issus des vagues purpurines du passé, et ça même s'ils ont parfois besoin d'être sauvés de leurs origines, rimant in, mot contre triple, aspirine. Et voici enfin le titre dont nous causerons aujourd'hui, comme quoi, sans en avoir l'air, tous tiens, voyez les images, reconnaissez vos calvaires, voici de nouveau Demon's Souls. Je sais pas si vous connaissez le concept, c'est une sorte de Zelda dépressif placé dans un monde dark fantasy au décor pseudo-médiévaliste européen réalisé par des japonais sans budget et maintenant porté sur vos écrans par des texans pétris d'argent. On vous en cause après une petite pause. Regarde-moi 2 secondes, je fais juste le point sur toi. Un peu squat, comme ça fait genre chic. Regarde, encore une fois. Je vais enlever ça. C'est à l'excès. J'aime bien fait qu'ils ont aussi repeint le gazon. C'est cute. Ah, let's go! Haha! Mario! Ouh! Party time! Ok. Salut tout le monde et bienvenue dans une pause publicitaire. Dans ma tête, la pause publicitaire pourrait ressembler à ça. On voit ça. Mais toujours est-il que ce que l'on est censé vous faire ici, c'est d'accord, ajouter une pause de pub. Et tout le monde peut rajouter une pause de pub. C'est pas très important, mais on essaie aussi de découvrir quels sont vos goûts dans le domaine du jeu vidéo par un référendum continuel. Vous vous souvenez les référendums? On vous demandait votre avis. Toujours est-il qu'ici, on va évidemment vous faire réfléchir sur c'est quoi votre jeu From Software favori? Peut-être c'est Kingsfield. Peut-être c'est Tenchu. Vous savez, ils ont eu la décence Tenchu à une époque. Peut-être c'est Armored Core. Ou alors vous adorez les Dark Souls. Dark Souls 1, 2, 3, Demon's Souls, Bloodborne. Voilà. Peut-être vous attendrez évidemment Elden Ring. Ça c'est pour l'année prochaine. Spectateurs et futurs, n'oubliez pas de mettre Elden Ring dans les commentaires. C'est très drôle. Toujours est-il qu'ici aussi, vu que nous sommes là... Nous sommes. C'est très bien Arthur. Ok, on est reparti. Salut tout le monde et bienvenue dans une pause publicitaire. Alors, dans ma tête, la pause publicitaire elle pourrait ressembler à ça. Ou à ça. Peut-être même à ça. Mais toujours est-il qu'ici, on essaye de faire la publicité de services qui sont les miens, mais aussi de vous rajouter une pause de publicité afin d'essayer de ne pas être payé par Google, qui nous prend de toute manière 40% des $22 que nous gagnons chaque mois avec cette publicité magnifique que nous rajoutons ici. À qui mieux, encore et toujours dans un foisonnement constant d'efforts publicitaires. Alors, il est évident qu'ici aussi, nous essayons de vous faire un référendum continuel sur ce que c'est le jeu vidéo. Nous allons vous demander c'est quoi votre jeu From Software favori. Peut-être que vous êtes old school, vous aimiez Kingsfield 2, vous vous souvenez Kingsfield 2? Alors peut-être que vous adorez Tenchu, à une époque ils ont fait des Tenchu.
Peut-être aussi que vous aimez Armored Core, dans ce cas-là c'est très hardcore de votre part, mais évidemment si vous êtes un spectateur du futur, vous pouvez nous dire « J'adore Elden Ring », parce que vous savez, il sort l'année prochaine, je crois peut-être. Toujours est-il qu'ici, c'est une sorte de référendum. Vous vous souvenez le référendum, quand on vous demandait votre avis sur la politique, les choses, les trucs et les machins. Mais il est aussi certain que faire une publicité, c'est utile. Et donc, vu que j'ai votre attention actuellement, que vous avez déjà vu une publicité ou vous verrez une publicité, j'aimerais aussi que vous regardiez s'il n'est pas possible, de manière assez claire, de vous abonner à mon Instagram. Parce que mon Instagram, il est très cool. J'y poste des photos de mes disques favoris, les teasers des épisodes, des regards behind the scenes, c'est-à-dire des regards en coulisses. C'est très sympathique. Et que donc, voilà, tout ça, c'est sur l'Instagram du masque, qui s'appelle, bien entendu, instagram.com/masque-de-pouche-taille, qui apparaît actuellement là. Ce qui me fait penser, évidemment, qu'on doit faire une dernière pause publicitaire. Celle-là, ce sera... C'est bon comme ça, je pense. C'était long, c'était pas réellement intelligent. Je tiens à être très clair, comme de l'eau de roche, plus encore que nécessaire, mais peut-être moins que certains l'espèrent, les raisons de la sélection de Demon's Souls pour cet épisode reposent intégralement sur les goûts du public et non pas sur les miens. J'ai déjà donné, paradoxalement assez récemment en terminant la version PlayStation 3 du titre. Vous pouvez vérifier mes trophées PSN si ça vous fait envie. Toujours est-il que les temps de disette omnidirectionnelle que nous vivons actuellement m'obligent à opérer une sélection toujours plus large de sujets potentiels. Rassurez-vous cependant, il semble improbable que tout cela s'empire au point où je doive un jour critiquer FIFA, ou même le lancement annuel d'eFootball. Il est, paraît-il, encore plus catastrophique que d'habitude. Merci Konami. J'admettrai malgré tout qu'avoir ainsi une occasion supplémentaire de souligner les faiblesses insolubles de ce gameplay devenu ensuite celui de Dark Souls reste malgré tout attrayante. Le chorus de louanges entourant est tellement assourdissant qu'on oublierait parfois qu'une multiplicité d'avis est censée produire des avis divergents, si vous voyez ce que je veux dire. Posons les jalons, créons des catégories dans une sorte de parodie de la philosophie. Mettez-moi dans la case qui regarde cette formule From Software avec la lassitude indéniable de celui qui a été forcé d'apprendre tout ceci sans avoir la moindre forme d'enthousiasme pour l'exercice. Bien que celle-ci ne soit pas sans qualité, nous allons en parler, je la considère comme un pervertissement d'une méthode sacro-sainte placée sous la protection des divinités iliennes. Vous voilà averti. Mais rien de tout ceci n'explique de manière maïeutique ce que l'expérience Demon's Souls représente. Certains prétendent qu'il s'agit d'une leçon de stoïcisme d'une vingtaine d'heures où l'on vous apprend la valeur d'une patience qui fait défaut aux faux dévots. Ils avancent parfois même que seul face au danger très tangible, quoique virtuel d'une perte factuelle, l'on éveille son sixième sens, ou bien que dans les méandres ténébreux du projet From Software sommeille l'état d'esprit du hardcore gaming. Quelque part entre les étangs entiers de matière fécale, les moustiques de taille tropicale ou autres sombres dédales. Ce n'est pas entièrement faux, nous sommes devenus quelque peu paresseux et ça même dans nos loisirs. Revenir aux fondamentaux brutaux du Death and Retry génère ici l'effet fascinant de vous sentir vivant. Chaque tentative tendue sur le fil du rasoir, entre succès et échec, entre progression et régression, invoque une dualité absolue, pure, tangible, dans un monde de titres interchangeables rythmés par des cinématiques engagées, rédigées par des stagiaires indignes de bosser autre part dans le domaine des médias. Il est assez rafraîchissant de participer à un titre constitué de pur gameplay. Il est donc d'autant plus regrettable qu'il soit simultanément aussi prévisible et inconsistant. Jouer à Demon's Souls, passer l'aspect Git Good, revient avant tout à devancer les carences d'une jouabilité placée en équilibre précaire, souvent par choix, parfois pas. Je m'explique. La modicité extrême du titre ici exploité de manière turiféraire doit être comprise avant même d'imaginer critiquer celui-ci. Faudra donc se fendre d'une autre couche d'historicité. From Software, en 2009, est avant tout la compagnie d'Armored Core. Cette série de simulateurs de mecha connue pour quelques tics stylistiques est encore présent ici. Listons-les vite fait. Caméra gériatrique, statistiques hermétiques, gameplay pluviométrique, difficulté paroxysmique. Le style local, soit, c'est ainsi. Cet axe résume celui assez méca de la compagnie. Il n'est pas le seul, soyons généreux. Quitte à y être, citons deux exemples moins évidents. Voici l'un de mes favoris. Ninja Blade, un charmant titre d'action fauché assez shinobi dont les qualités de gameplay pourraient lui assurer un remake cossu dans quelques années, avec un peu de chance. Ou bien Otogi, un titre bien plus Shaw Brothers dont les déplacements approximatifs ont donné le mal de mer à plus d'un utilisateur. Sans en avoir l'air, un fil rouge réunit ces titres disparates, une modicité extrême dans la réalisation camouflée par des grandes idées souvent mises en pratique de manière inexacte. La plupart du temps, un gameplay placé sous le même signe mais cependant assez enthousiaste pour donner envie de s'y complaire. Parfois, s'y faire est un combat. L'on dit certes qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. Rêver grand, échouer en chemin, c'est malgré tout l'aventure. Ce qui explique à mon sens les carences de jouabilité de la série chérie des chômeurs. Demon's Souls est fascinant de bien des manières.
On peut s'y perdre longtemps, s'y replonger pour un challenge supplémentaire, tenter d'autres façons d'appréhender le problème, mais surtout augmenter ses capacités à supplanter les faiblesses d'un gameplay tellement apprécié qu'il ne fut jamais vraiment réinventé. Il est d'ailleurs ici à ses débuts, la version la moins aboutie d'une idée dont les diverses itérations successives iront, petit pas tapon, dans la même direction. C'est ce sentiment de surplace éternel qui m'amène à être cruel avec la série à mes yeux. Seul Sekiro, dont la douleur est d'un genre plus raffiné, a vraiment supplanté leurs faiblesses habituelles. Ils y ont appris, pour utiliser un exemple frappant, qu'en fait, les zones où l'on combat des boss devraient être ouverts sur leur périphérie pour maximiser l'éventualité que leur sempiternelle caméra ne déconne pas trop. Mais là n'est pas la question. Je vise déjà trop haut, prenons le temps de faire le tour de Demon's Souls. Par où commencer ? Disons la caméra. Un peu comme Sankukai, c'est une bataille. La preuve, elle a tendance à faire ceci. Ce qui est inacceptable dans un titre où chaque coup encaissé pourrait bien être le dernier, surtout dans ces diverses séquences où un pas de côté revient à mourir avec le type d'impact temporel sur votre santé personnelle que vous connaissez bien en tant que vétéran de ces élans. J'ai dans l'idée que solutionner ce problème de fixité myopique est possible, il serait limite assez haut sur ma liste de priorités si jamais quelqu'un devait reconstruire l'édifice, mais rien n'y fait. La caméra ne devrait pas être située quelque part entre la limite de mon modèle polygonal et le monstre brutal au pouvoir lyrical qui est en train de me trucider dans l'univers du possible. Or, autant le préciser, dans le jeu vidéo, tous les, moyennant budget, ce choix en particulier ne devrait jamais être posé. On me dira, c'est un bug. Elle fonctionne la plupart du temps, la caméra, ce qui est vrai, on peut compter dessus parfois, mais pas tout le temps. Un état de choses par ailleurs inacceptable, quel que soit le titre. Pourquoi dans ce cas ne pas régler les cas spéciaux, histoire de couvrir vos bases, 11 longues années devrait suffire. D'ailleurs, une solution existe, je l'ai vu dans Bloodborne, quand l'ennemi devient trop volumineux, la caméra recule. C'est pas sorcier. Quitte à faire le tour de la caméra, parlons de son souci secondaire. Le lock-on, hérité tel quel de The Legend of Zelda Ocarina of Time, il est, faute d'un meilleur terme, capricieux, sans en avoir l'air, problème majeur. Moi comprendre, hardcore gamer, imprécision, augmentée challenge, ce qui peut paraître paradoxal pour un titre construit sans en avoir l'air, sur beaucoup de fonctions nintendiennes fondamentales. La caméra repositionnable, Super Mario 64, elle l'était à l'époque par créneau car un second stick faisait défaut. Le lock-on, je l'ai déjà dit, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Remarquez que ces deux titres d'alors préféraient dans le cas d'un conflit de caméra clipper celle-ci à travers le décor plutôt que de vous condamner à mort. Nous venons déjà de résoudre la première moitié du problème. L'autre pourrait aisément l'être en donnant au stick gauche la fonction Reset l'angle de vue, tandis que le droit engage le lock-on. Certains diront, mais comment fera-t-on pour sauter dans les suites? Simple, on s'en passe. Il est aussi possible de piquer à Zelda l'idée d'un protagoniste au saut d'automate. Voilà qui plaira beaucoup aux Italiens, des sauts de tomates. Ce qui m'amène sans transition à mon point final de cette première saillie ne repose pas sur l'extraordinaire répétitivité du projet ou ce sentiment d'accablement dépressif qui s'empare de moi dès que je prends la manette en main, ni même cette plaisanterie sempiternelle qui voudrait que seul le skill suffit pour s'en sortir intact alors que le titre invite de manière enjouée divertive de grinding. Non, il découle d'un constat. Celui que dans chaque cas où From Software pouvait choisir entre améliorer votre confort de jeu en s'assurant par exemple que la caméra vous aide à comprendre votre position, la compagnie a choisi de préserver l'intégrité architecturale de son univers pseudo-médiéval. Une décision que l'on peut respecter d'un point de vue purement conceptuel. L'une des grandes forces du titre repose dans le style de ses décors, mais dans une série de combats à mort organisés en votre défaveur, obligez l'utilisateur à manager chaque instant une caméra bien tangible qui semble vous suivre sur une grue, c'est étrange, limite déplaisant, souvent même frustrant. Remarquez d'ailleurs l'absence notoire de miroir dans les couloirs de Boletaria. Pourquoi ? Simple, on finirait par voir l'opérateur caméra. Vous aurez peut-être remarqué l'absence d'une critique spécifique dans cette première portion négative de l'exposé. J'en suis certain, là on se pose des questions de l'autre côté de l'écran. Pourquoi ne cause-t-il pas des séquences de plateforme ? Celles où l'on tombe de manière plus ou moins contrôlée sur de petits morceaux de bois plongés dans le noir. Après tout, elle résume fort bien tout le mépris superfétatoire que le titre a pour son utilisateur. La plupart confèrent d'ailleurs au mieux une babiole inutile. Seule une s'avère salvatrice, mais ce type d'exercice n'est-il pas censé participer de l'aura mythique du titre épique ? La question se pose. Couronner une longue séquence de gameplay où la caméra est aussi un ennemi lors de combats tour à tour trop facile ou trop dur par un concours de chute dans lequel on ne voit pas sa destination et ça même dans les meilleures conditions, doit, à mon sens, constituer une forme d'humour hermétique japonais. Autant le prendre comme tel, un peu comme le reste du titre. Malgré toutes mes réticences, il est du domaine de l'évidence que cette version de Demon's Souls reconstruite pour la 5e PlayStation peut au moins se targuer d'être la meilleure, si ça c'est pas rassurant.
Certains se fourvoieraient dans une longue explication placée sous le signe du jargon, quelques termes techniques incompris utilisés ça et là d'un air maladroit, peut-être une lapalissade du style « Quand un jeu est plus beau, il est moins laid ». Évitons donc la case naze des phrases sans emphase, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs qu'un jeu plus beau est moins laid. À mes yeux, la version PS3 exude bien plus de charme que celle-ci par son côté low cost réalisé à l'arrache. Mais sous cette question de goût se cache une vérité technologique à laquelle on ne peut pas échapper dans un titre qui repose presque intégralement sur vos réflexes, l'importance de pouvoir y jouer en 60 fps. Pour une raison qui m'échappe, l'intégralité des versions console de la série s'affiche à une fréquence de rafraîchissement assez inégale, limite bancale, aux alentours de 30 fps. Si vous avez de la chance avec le vent dans le dos, les ennemis sont gentils, leurs attaques sont légères en shader, alors là, ça va. Sauf que ce n'est presque jamais le cas, surtout que le problème persiste depuis le Demon's Souls originel, il tournait pas terrible, surtout au pire moment. Une tradition que ses successeurs spirituels ont conservée jusqu'au rivage déjà lointain de la PS4. Chaque titre, certes plus joli, restait dans la même catégorie. 30 FPS, c'est pas la liesse, parlez-en aux chaînes qui sont calées dans le passé. Ceci dit, quelques vagues efforts furent consentis pour tenter de permettre à Dark Souls 3 de tutoyer le chiffre magique sur PS4 Pro. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que tout ceci était encore très inégal, comme la plupart des efforts du genre sur cette machine bouge trop. Toutefois, aussi entre 40 et 60 est déjà pas trop mal. Remarquez, en tant qu'enfant de la génération arcade, j'ai toujours pensé que 60 Hz était le minimum syndical. Un gameplay construit sur cette base minimale respire. Chacun de ses mouvements exude un rythme spécial, naturel, limite animal. Dans le cas d'un produit aussi exigeant que celui-ci, la transformation opérée par cet upgrade est très spéciale. Le bourrin bougon d'antan devient bien plus tactique. Enfin, l'on voit l'impact venir. Tout est possible. Frapper sans coup ferré, réagir à l'image près, plus besoin de prévenir, pour votre plus grand plaisir. Chaque échec devient soudain bien le vôtre. Dites adieu aux exquises excuses des frames droppés, là où il ne l'était pas vraiment auparavant, le jeu en devient un, aussi magnanime qu'il puisse se permettre de l'être, complexe d'accord, mais bien moins juste. Pour résumer, si l'étrange question qui vous anime en ce moment est de savoir s'il vaut mieux s'offrir une PlayStation 3, sans doute fort modique, pour enfin goûter au plaisir mesquin de Demon's Souls ou bien tenter l'impossible d'obtenir une PlayStation 5 au prix exorbitant, soyez rassurés. La version moderne est en effet supérieure à celle sortie il y a plus d'une décennie. Remarquez, pour 79,99€ plus le prix de la console scalpée sur eBay, l'inverse serait stupéfiant. Au fait, autant l'admettre, vos chances d'obtenir une PlayStation de nouvelle génération autre part qu'au marché noir sont assez basses. Elle s'améliore censément chaque jour, mais je ne saurais pas vous le confirmer, j'en ai jamais vu une en magasin, jamais, même maintenant. Une fois par contre, j'en ai vu dans le métropolitain, dans les bras d'un grand gars, il avait l'air ravi, mais sur les étals, ça mérite d'être souligné, pas une. La mienne a été libérée par un de mes collaborateurs en menaçant au cutter les vendeurs récalcitrants de la paysannerie française. Rien que cette opération de sauvetage a fait 3 morts. Pas un de moins, pas un de plus, pas un de trop. Saluons nos chers disparus au passage, mais que ça ne vous empêche pas de mémoriser que si vous voulez absolument dépenser minimum entre 480 et 580€ pour enfin jouer en 60 FPS à un titre datant de la décennie précédente, c'est possible, on sait jamais que ça vous tente, avis aux millionnaires. Une portion de moi pense que Dark Souls, et donc aussi son ancêtre ici relifté, participe d'une étrange expérience destinée à tester les limites de l'autisme inhérent à notre passe-temps favori, je m'inclus d'ailleurs là-dedans. Ces titres fonctionnent sur notre besoin presque compulsif de terminer ce que nous avons commencé, ça même s'il semble assez vite évident que réaliser cette tâche sera déplaisant. Le mécanisme est fascinant, sans doute d'un point de vue plus psychologique que vidéoludique. Par chance, je ne suis pas compétent pour m'exprimer dans ce registre plus ou moins médical, nous devrons donc nous contenter d'expliquer en détail comment ce processus fonctionne. La force principale de Demon's Souls consiste à donner l'illusion d'une profondeur abyssale à partir d'une série de mécanismes de gameplay fort limités. Gardons à l'esprit que tout ceci émane avant tout d'un titre bas budget consenti à Sony pour offrir une exclusivité à leur 3e PlayStation. Il aura donc fallu allonger le propos, rentabiliser chaque investissement, s'assurer que chaque coin du monde ici esquissé soit parcouru ad libitum, peut-être même ad nauseam, écrivit-il à Beneplacito, par votre petit bonhomme. Si le titre était aussi aisé au début qu'il l'est à la fin, l'ensemble serait fade, une série de combats quelconques dont on triomphe en quelques instants, comme le disait ma grand-mère en subissant mes films favoris, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Saluons au passage sa mémoire, elle avait raison, cette formule prend tout son sens à son insu dans un titre comme celui-ci. Tout son propos repose sur l'apprentissage des chauffourées dont vous garderez on ne sait trop comment la trace dans votre mémoire par leur pouvoir entubatoire. Histoire de vous donner une idée, j'ai terminé cette version de Demon's Souls en 20 heures. La version PlayStation 3 que j'avais eu l'idée d'achever 2 ou 3 ans auparavant sur un coup de tête m'en avait pris près de 30. Preuve s'il en faut que ce titre a réussi à me laisser en tête des avertissements que la plupart des autres titres vécus depuis seraient bien incapables de me faire mémoriser.
Mécanisme d'ailleurs qui s'étend au boss du titre. Il me semble que l'élément le plus purement vidéoludique ici proposé repose sur ces altercations, sorte de balai violent contre une série d'étranges titans. Tous ont leur gimmick, une petite histoire résumée dans leur design, une série d'attaques souvent télégraphiées dans le style d'antan. Ça rappelle les premiers Ninja Gaiden, parfois aussi Castlevania. On pourrait souligner que leur seule particularité repose dans une approche résolument asymétrique du game design. L'ennemi tape plus fort que vous d'un ordre de magnitude, mais cela rend aussi l'exercice prenant pendant la durée du calvaire. Sans vouloir me répéter, on se sent vivant. Un sentiment en opposition totale avec l'état somnambule qui est le mien, tandis que je répète pour une énième fois le chemin semé d'embûches qui mène jusqu'à ces monstres d'airain. Ainsi me vint un étrange constat tel un heure et quart. Ce qui me concerne, Demon's Souls est un exercice magistral dans une activité spécifique, celle de ne pas devoir y jouer plus que nécessaire. Couper chaque coin devient une obligation morale, limite un sacerdoce, autant de pas s'éterniser, la vie est courte, je vous le rappelle. Et si certains passe-temps m'aident à oublier l'inéluctabilité de la mort, celui-ci n'entre pas en cette catégorie, constitué en entier tel qu'il est de revers de fortune mesquin. Peut-être que si le titre était kawaii, il rendrait ma vie plus easy. C'est pas certain, mais ça lui donnerait une dimension supplémentaire, tendance second degré, en plus de celle de calvaire grandiloquent aux effets esthétiques dignes de l'imaginaire d'un métalleux. Il va sans dire que je suis navré d'avoir perdu tant d'heures de ma vie dans ce type d'horreur, en transformant la série en une sorte d'étalon hors de ce que l'on est censé pouvoir exiger d'un joueur lambda. Les fans de la série m'ont bien fistouillé le gobelin, mais bien fistouillé le gobelin. D'aucuns disent souvent que quand on aime, on ne compte pas, dans ce cas, comptons. Tout ceci représente au bas mot, en comptant Bloodborne, 160 heures de ma vie que je ne reverrai jamais. Peut-être plus, peut-être moins, dur à dire. Quand je serai sur mon lit de mort, nous sommes tous mortels, pour rappel, dans Critique Cruelle, une réalisation passera forcément dans mon cerveau en train d'agoniser. L'évidence que pas loin d'une semaine entière de ma vie fut gâchée sur des titres réalisés par un japonais sadique. Vous savez, l'autre Miyazaki Hidetaka, le zigoto qui jamais ne créera Pompoko. J'imagine qu'une portion de ma vision de ce genre de plaisanterie japonaise au 3e degré repose sur un esthétique constat, celui d'un homme qui comprend le sens du mot « jeu ». Pour rappel, c'est, je cite, une activité physique ou mentale dont le but essentiel est le plaisir qu'elle procure. Impossible de prétendre que Demon's Souls n'est pas une activité physique ou mentale, parfois même les deux, mais me procure-t-elle du plaisir? Et la réponse est non. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres, que ma note finale en ce qui concerne insérer titre ici ne peut être que petit roulement de tambour. 12 sur 10. Tu sais quoi, mon problème avec ces jeux, c'est pas tant la qualité, parce que le gameplay, j'ai fini par l'aimer. Je veux dire, c'est jamais que Zelda pour les dépressifs, et le level design, il est bien. Je veux dire, il y a plein de niveaux, ils ont tous un concept derrière, c'est super, mais l'idée du remake, après vous êtes pris 4 fois dans la gueule Demon's Souls, c'était Demon's Souls 1, les 3 Dark Souls, puis après Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, on ne sait pas ce que ce sera Elden Ring, mais je serais surpris si c'était pas similaire, d'une manière assez claire. Voilà, le remake c'est quoi? C'est toujours le même jeu, ils vont juste augmenter les graphismes, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Le jeu vidéo il n'a pas évolué depuis 2009, il évoluera pas depuis 2009. C'est fini dans une période presque, pour pas utiliser un terme qui est fort connoté, mais presque postmoderne d'une manière vidéoludique. Et que donc voilà, dans ma tête aussi il y a une question qui se pose avec l'idée d'un jeu qui est uniquement des combats de suite et que on pourrait dire que dans ma tête, jouer n'est pas tuer, mais aussi que tuer n'est pas jouer. Ho ho! On est parti pour une critique d'un film de Timothy Dalton. Tu n'es pas joué symbolise à lui seul toutes les productions Bond situées entre deux règnes. Loin de moi l'idée de tripler la durée de la vidéo en me lançant dans le sens insensé d'une longue critique d'un film suranné, mais je pense avoir le temps d'au moins préciser ma pensée. Timothy Dalton peut être bien le moins mauvais acteur à avoir incarné l'espion anglais. Son physique ne lui a pas rendu de grands services durant sa longue carrière. Il exude toutefois, de manière générale, l'aura d'une star sortie de l'âge d'or hollywoodien. Seul souci, il le fit dans une époque où ce type de talent était fort peu apprécié. Ces problèmes ici résultent d'un double dilemme. Il n'était pas encore trop atteint de calvitie. D'un côté, le scénario, rédigé comme le tout dernier barou de l'ère Roger Moore, celui-ci est truffé de blagues pathétiques dont l'homme s'acquitte sans enthousiasme. De l'autre, son approche. Contrairement à tant d'autres, Timothy Dalton avait lu les livres d'Ian Fleming. Il semblerait même qu'il les amenait avec lui pour s'assurer d'être dans le bon ton entre deux prises, un peu comme Christopher Lee le fit durant ses années Draculae. Toujours est-il qu'entre le Bond des romans, un tueur de sang-froid limite névrotique, et celui très
très second degré du grand écran, l'écart est là. Tim tente toutefois de lancer l'affaire dans la bonne direction, épaulé par un prétexte scénaristique de vente d'armes au plus offrant un prototype des logiques mercenaires de maintenant assez solide, même sans Snake, dans le fond. La toute dernière bande-son de la série composée par John Barry. Tout moyen nécessaire consenti, qualité garantie. On ne peut que regretter que celle-ci ne soit pas tombée par hasard sur le bien supérieur License to Kill, dans lequel chaque élément narratif va dans le sens d'une performance de Dalton, ici venu sans ses 3 frères, tant son charme fait défaut au film suivant. Qui d'ailleurs fut le dernier de cet interprète anglais de talent, son air fut malheureusement coupé court par une négociation de droit ayant laissé en suspens un 3e film au ton plus amer. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'était l'adaptation spectaculaire d'un jeu vidéo très célèbre intitulé GoldenEye. On compte ouvrir une chaîne pour les critiques de films au fait, si ça vous dit. Plus d'infos en cliquant ici.